faites partie d'un gouvernement minoritaire, le gouvernement de Pauline Marois. Est-ce que vous aurez une majorité pour voter cette loi au Parlement québécois? C'est trop tôt pour le dire, puisque, comme votre correspondante l'indique, le débat a débuté en septembre. En fait, c'est un débat qui est vieux de 10 ans, sans action. Nous avons, dans notre programme électoral, dit que nous aurions une loi sur les valeurs et la laïcité. Depuis septembre, la majorité québécoise en faveur de cette action augmente de mois en mois. Maintenant, le texte est déposé. Il y aura une commission parlementaire, d'autres, des groupes sociaux, des syndicats vont proposer d'autres améliorations. Nous, notre objectif, c'est qu'à la fin de ce processus de discussion, quelque part au printemps, nous aurons rallié d'autres députés d'opposition pour pouvoir voter ce projet de loi. Alors, les Québécois sont assez divisés sur ce projet de loi, parce qu'on a vu que les francophones, si je ne m'abuse, sont plutôt pour, les anglophones sont franchement contre. Alors, il y a aussi une sorte de clivage linguistique au Québec sur ces questions. Comment vous l'expliquez? Il y a un anglo-québécois sur 4 qui est pour, un immigrant sur 3 et 2 francophones sur 3. Ouais. Alors, il y a à boire et à manger partout. C'est déjà une bonne majorité de Québécois dans l'ensemble. C'est un changement, mais contrairement à ce qu'a dit M. Couillard, qui est chef de l'opposition, c'est une continuité en ce sens que le Québec connaît depuis 40 ans une sécularisation de son État qui était très catholique au départ. Il faut le rappeler. Quelque chose qui n'est pas très connu en Europe. Oui, et même il y a à peine 10 ans, les commissions scolaires qui étaient confessionnelles sont devenues linguistiques et les cours de pastoral dans les écoles ont cessé d'être donnés il y a à peine 10 ans. Et donc, je crois qu'il y a le crucifix aussi qui est encore très présent dans les lieux publics officiels au Québec. Il y en a même un à l'Assemblée nationale et les gens disent, mais puisque vous allez maintenant demander aux membres de la fonction publique et aux employés de l'État de ne pas avoir de signe religieux, vous devriez enlever le signe religieux qui est à l'Assemblée. Et c'est prévu dans la loi, par exemple, de retirer les crucifix? C'est ce que nous avons annoncé ce matin, c'est que nous sommes en faveur de ce geste qui revient à l'Assemblée nationale, mais nous sommes en faveur et même l'opposition s'est dit oui. Donc, il y a cette progression et nous sommes à cette étape-là et nous pensons que c'est une loi qui a un appui très général. Alors, Yamina Benguigui, c'est un texte qui défend les valeurs de la laïcité, la neutralité de la religion dans l'État, en tout cas la neutralité religieuse de l'État plutôt, laisser l'égalité homme-femme, parce que c'est aussi un élément important de ce projet de loi. J'imagine que ce sont des valeurs qui vous conviennent. Oui, il faut dire que la France, nous en 1789, la Révolution française, Dieu sort des fondements de l'État. En 1905... Ça a mis encore un peu de temps, j'allais dire, il a fallu attendre jusqu'à la loi de séparation. Oui. C'est la séparation de l'Église en 1905, séparation de l'Église et de l'État. Ouais. Dieu sort de l'école. Ouais. Et dès 1980, effectivement, la République a un nouveau défi. C'est finalement de regarder aussi toute sa composante musulmane, puisque l'affaire du foulard de Creil, des 3 foulards de Creil, c'est une question, la question de la religion, de la deuxième religion de France, se pose à la République. Donc, nous-mêmes, nous sommes, parce que je viens de voir les images tout à l'heure, c'est vrai qu'on parle des signes ostentatoires. Alors là, sur les signes ostentatoires, il y a une loi en France qui a été prise en 2004, donc qui interdit les signes ostentatoires de religion dans l'espace public. Mais en même temps, c'est la seule loi. Tout le reste, ce sont des circulaires. Et en France, il y a juste la laïcité est inscrite en fait dans la Constitution. C'est l'article 1 de la loi de la Constitution de 1958 qui dit que la France est une république laïque. Donc, est-ce que il y a un besoin en fait d'inscrire ça dans un texte? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire simplement preuve de tolérance et puis ne pas l'inscrire nécessairement couler dans le bronze d'un texte de loi? Justement, c'est le flou qui préside au Québec et au Canada depuis quelques années sur quels sont ce qu'on appelle les accommodements religieux, qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est incorrect, qui a généré chez les Québécois une volonté de clarté. Et donc, cette loi introduit la clarté, fait en sorte que comme en France, le médecin juif ou le médecin très chrétien enlève sa kippa et sa croix avant d'entrer à l'hôpital, le remet le soir, c'est considéré comme normal ici. Au Canada, c'est considéré comme anormal, parce qu'au Canada anglais,
c'est le multiculturalisme et la glorification de la différence. Et il y a un problème d'équité puisque les employés de l'État québécois n'ont pas le droit de porter de signes politiques, n'ont pas le droit de porter de signes sociaux. On ne peut pas dire qu'on est de Greenpeace ou autre chose. Mais ils avaient le droit de porter des signes religieux. Alors on dit, en termes d'équité, toutes les convictions doivent rester chez soi et non dans l'État. Et on sait que ça fait débat. Le gouvernement canadien a avisé que si nous votions cette loi à l'Assemblée nationale, le gouvernement canadien va contester sa constitutionnalité en vertu d'une constitution que nous n'avons jamais signée. On va passer à la francophonie parce que le temps passe très vite malheureusement. La francophonie, il va d'abord y avoir un sommet de la francophonie à Dakar, on connaît les dates. 2014, je crois que ce sera le 29 et le 30 novembre. Alors ce sont sur des thèmes, d'ailleurs un sommet qui sont sur des thèmes qui vous intéressent, qui vous passionnent, c'est les femmes et les enfants, entre autres. Pas seulement. Depuis, le droit des femmes. Depuis 1 an et demi, lorsque je suis arrivée dans ce ministère, le droit des femmes... il est au cœur de mon engagement depuis une vingtaine d'années. Aussi d'artistes d'ailleurs. Exactement, à partir de Femmes d'Islam, etc., de mes premiers films. Mais surtout, j'ai tenu à pousser les murs de mon ministère et d'y mettre le droit des femmes francophones. Dès mars l'année dernière, le 20 mars, on a créé le premier forum mondial des femmes francophones. D'ailleurs, le Québec a été très très présent les premiers balbutiements de ce forum. Et très présent d'ailleurs sur notre site Terrienne, le site TV5. Grâce à TV5, nous avons Terrienne qui héberge ce forum. Et surtout, il y a eu un appel. Et cet appel a été entendu par le président Diouf, le secrétaire, le délégué général de la francophonie. Et il a lancé récemment le premier réseau des femmes francophones. Et nous avons découvert hier la thématique très ambitieuse femmes et jeunesse pour le prochain sommet à Dakar, sommet des chefs d'État. Jean-François Lisée, quand on pense à la francophonie en général, on pense culture, on pense défense de la langue française. C'est peut-être d'ailleurs le premier aspect qui intéresse les Québécois, vous allez nous le dire. Mais est-ce qu'on va maintenant au-delà de cette vision traditionnelle de la francophonie au Québec? Est-ce qu'on parle aussi économie? Est-ce qu'on parle aussi gouvernance politique? Il le faut. D'abord, sur la question des femmes, je tiens à saluer le travail de ma collègue sur cette question qui s'incarne maintenant dans ce réseau. Et nous, la première ministre Pauline Marois est aussi d'accord que la francophonie doit être au rendez-vous de ces femmes qui se battent pour leurs droits, notamment au Maghreb, où il y a des régressions en ce moment. On doit être au rendez-vous et à leur côté. Ça, c'est important. Maintenant, il y a cet étage aussi de gouvernance où l'OIF était très présent dans l'accompagnement vers la démocratie de plusieurs États africains, plusieurs États membres de la francophonie, résolution de crise comme celle du Mali. Le directeur général des élections du Québec, par exemple, est très présent dans l'accompagnement à la démocratie. Mais on veut ajouter un étage, l'étage économique. Faire en sorte que ces économies qui émergent, ces entrepreneurs africains puissent trouver profit à faire des affaires avec les autres francophones en Afrique, en France, au Québec. Parce que l'Afrique, c'est très loin du Québec. C'est beaucoup plus proche de l'Europe, aussi du point d'une question historique aussi, à cause de la période coloniale. Mais pour les Québécois, l'Afrique, ça dit quelque chose? Oui, parce qu'on a toujours été présent en Afrique, d'abord avec nos religieux, ensuite avec nos organisations de coopération internationale, nos universités, nos cégeps. On accueille des milliers d'Africains dans d'autres universités. D'ailleurs, j'étais récemment en Côte d'Ivoire, Sénégal et Burkina, et on rencontre à tous les coins de rue un maire qui a eu son éducation au Québec, chacun a sa fille ou son fils à l'Université de Montréal ou autre. Et donc, il y a une soif de Québec, pour parler du Québec en Afrique francophone, il y a une soif d'Afrique au Québec. J'étais accompagné par 100 opérateurs économiques et institutionnels lors de ma tournée. C'est la plus grande mission que le Québec ait jamais fait en Afrique. Et d'ailleurs, la francophonie s'occupe aussi d'économie, la francophonie française, j'allais dire, s'occupe aussi d'économie. C'est une grande initiative du ministre Laurent Fabius, la diplomatie économique. Et on y a rajouté la francophonie économique. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un espace de 77 nations sur les 5 continents. En 2050, nous serons 800 millions de locuteurs, dont 80% en Afrique. Au moins 80%. Aujourd'hui, la langue française est une langue de travail, est un outil économique, est une langue économique. On peut dire aussi que la langue française est la langue française est une langue africaine. Oui, c'est vrai. 80% en Afrique. Et aujourd'hui, effectivement, c'est un plus. On parlait tout à l'heure des démocraties.
Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, il y a des langues maternelles, parfois jusqu'à 100 langues maternelles, mais c'est bien avec le français que vous traversez tout le pays. Mais aujourd'hui, certaines nations arrivent, prennent les richesses, mais laissent les populations de côté à cause de la langue. Donc notre langue, la langue française est un vrai tournant. Et je salue le Québec pour toutes ces initiatives. Merci Amélie Bigui. Encore un mot de politique québécoise. Donc on le disait, vous faites partie d'un gouvernement minoritaire. On a pensé qu'il y aurait des élections, qu'il allait y avoir des élections en 2013. Là, est-ce que votre gouvernement va tenir le coup pour toute la mandature qui dure 4 ans ? Hier matin, la Première ministre a attaché la confiance du Parlement au dépôt de la Charte sur les valeurs. Le Parlement a voté en faveur parce qu'il ne voulait pas aller en élection. Donc nous avons la capacité de durer relativement longtemps, mais l'opposition a promis de faire tomber notre gouvernement, quoi qu'il arrive, lors du dépôt du budget en mars. Alors c'est une échéance, on verra s'ils tiennent parole. Et le Québec, un jour indépendant ? Bien sûr. C'est votre conviction? C'est ma conviction parce que nos voisins canadiens auxquels on ne veut aucun mal, nous sommes comme un couple qui ne se parle plus, ou presque. Nous ne sommes plus amoureux, nous ne sommes plus fâchés, nous sommes indifférents l'un à l'autre. Donc vous êtes mieux pour le divorce? Alors on est mieux pour le divorce. Merci à tous les deux. Merci beaucoup d'avoir été invités TV5 Monde.